on va accueillir Phong Nguyen, donc, qui est vice-rectrice de l'Université de Hanoï au Vietnam et qui est aussi très impliquée dans la gouvernance en fait, de l'ASEAN, qui est l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, sur le pilotage des universités de cette région-là. Et du coup, elle va nous faire un exposé sur le pilotage dans les universités, le pilotage et la qualité dans les universités d'Asie du Sud-Est. Phong. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à Thierry Bontemps pour m'avoir invité à cette conférence. Je me souviens encore, notre première rencontre, c'était dans le cadre d'une conférence du G3, le groupe G3, sur l'assurance qualité aussi à Montréal. Et c'est Canada, oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, c'est cette conférence-là qui nous a reliés. Hein. Voilà. Et je suis là aujourd'hui avec vous pour partager mes expériences en Asie en termes de démarche qualité. Je vais partager mon écran aussi. Voilà. Donc, une petite présentation de mon université, qui est une université publique fondée en 1959. En fait, les universités au Vietnam sont d'abord publiques et ensuite, il y a 30 ans, il y a eu un système d'universités privées qui ont été permises. Nous comptons 14 000 étudiants qui étudient dans 30 programmes de la licence jusqu'au doctorat, et nous avons 650 professeurs et employés. Il faut dire qu'à l'origine, nous étions une université de langue étrangère. C'était très à la mode dans le passé, hein. Surtout à l'époque où le Vietnam ouvrait la porte aux relations internationales. Donc, les métiers de langue se développaient très bien. Pour le moment, on doit opter pour d'autres orientations professionnelles. C'est pourquoi depuis déjà près de 20 ans, hein, à partir de 2002, nous avons ouvert d'autres filières d'enseignement, mais surtout en langue étrangère, parce qu'on a profité de notre point fort. Ce sont des langues étrangères, donc on a ouvert plein d'autres métiers, formations comme management, tourisme, comptabilité, technologie de l'information, enseignées totalement, soit en anglais, soit en français, soit en d'autres langues. Nous avons au total 11 langues, y compris les langues européennes les plus répandues comme l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, etc. Voilà. Mon poste actuel est vice-recteur. Je me suis chargée de la recherche dans mon dernier mandat, et pour ce mandat, je me charge des affaires internes qui concernent aussi la gouvernance, la réforme du management de l'université. C'est pourquoi je travaille de plus en plus sur la démarche qualité, les réformes en management de l'université et aussi en gouvernance. Ma présentation va porter sur deux volets. D'abord, l'accréditation de l'enseignement supérieur au Vietnam, hein, et puis je vais vous présenter les guides de démarche qualité de la confrasie. En fait, la confrasie, c'est la conférence des recteurs des universités d'Asie du Pacifique, membres de l'AUF en Asie-Pacifique. Ces guides ont été élaborés surtout avec Claude-Emmanuel Leroy et des experts provenant de France. Donc, durant 3 années, on a, sous la tutelle de la confrasie, nous avons élaboré 4 guides que nous avons appliqués vraiment dans les activités de gouvernance de l'université. Donc, d'abord, une histoire brève sur le développement de l'évaluation de la qualité au Vietnam. En 2003, nous avons créé le département d'évaluation et d'accréditation de la qualité de l'éducation au sein du MEF, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation et de la Formation, qui s'occupe à la fois de l'enseignement secondaire, de l'école maternelle jusqu'à l'université. En 2005,
l'accréditation de l'enseignement figure dans le Code de l'éducation. C'est la première fois. 2012, il y a un chapitre consacré à l'accréditation dans le Code de l'enseignement supérieur. Donc, le Code de l'enseignement supérieur, c'est après le Code de l'éducation, hein, parce que l'éducation, c'est pour tout le système de l'éducation. Et puis, on a vu là un système d'assurance de qualité qui comprend l'évaluation interne, l'évaluation externe et les centres d'accréditation indépendants. Ça, c'est une obligation, que les centres d'accréditation soient totalement indépendants du ministère de l'Éducation. De 2013 jusqu'à 2015, je me suis trompée, jusqu'à 2020, il y a eu l'apparition de 5 centres d'accréditation indépendants du MEF. En fait, les centres d'accréditation au Vietnam travaillent sur les mêmes standards. Il y a 2 standards. Hein. Il y a d'abord un référentiel sur l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur et il y a un autre référentiel sur l'évaluation des programmes de formation. Et tous ces 5 centres d'accréditation travaillent sur ces 2 mêmes référentiels pour éviter qu'il y ait trop de référentiels différents qui évaluent de façon différente les programmes ou les universités différentes. Voilà. Et à partir de 2017, sous la pression du ministère de l'Éducation, l'accréditation devient obligatoire pour l'établissement et pour 10% des programmes de formation. Il faut dire qu'avant cela, on n'a pas fait attention à l'évaluation externe et à l'accréditation, bien que ça existe déjà depuis 2008, des formations massives de toutes les universités à ce type d'assurance qualité interne, mais les universités n'ont pas senti la pression de mettre en place tout ce système d'assurance qualité et ils ont appliqué ça seulement sous la pression du ministère de l'Éducation à partir de 2017. Je reviens au standard, au référentiel, pardon. Comme je vous ai dit, il y a 2 référentiels, un sur la qualité de l'établissement d'enseignement. L'ancien référentiel comportait 10 critères et 61 sous-critères. Ce référentiel a été appliqué de 2007 jusqu'à 2017. Mais le nouveau référentiel comprend 25 critères et 111 sous-critères. Et c'est appliqué à partir du 4 juillet 2017. Il y a une anecdote très amusante, c'est que vers la fin des mois de juin 2017, on a vu une course à l'accréditation parce qu'on savait que si on appliquait l'ancien référentiel, il n'y avait que 10 critères hein, et 61 sous-critères. Mais tout de suite après, si on applique le nouveau référentiel, le nombre de critères et de sous-critères augmente massivement. Et donc, pour éviter tout cela, on essaie de signer des contrats avec des agences d'accréditation et pour appliquer pour être évalué avec l'ancien référentiel. Et comme le référentiel sur la qualité du programme de formation, il y a 11 critères et 25 sous-critères et c'est évalué sur une échelle de 7. En fait, les standards vietnamiens sont inspirés de ceux de l'Europe et surtout de l'UNQA. UNQA, c'est l'ASEAN University Network. Le Vietnam fait partie de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'ensemble des pays de la région. Et la langue essentielle, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, tous ces référentiels de l'UNQA sont en anglais et le Vietnam a adopté pour ces référentiels, on traduit en vietnamien et adapté. Je dis adapté parce qu'en fait, il y a des réalités vietnamiennes qui sont un peu différentes. Par exemple, les parties prenantes au Vietnam sont définies autrement. Il y a là le rôle du parti aussi dans la gouvernance universitaire.
Il y a aussi dans le rôle, dans les parties prenantes concernant les étudiants, il y a l'association des étudiants ou l'association de la jeunesse, etc. Là, ce sont des particularités vietnamiennes qu'on a mis dans ces référentiels vietnamiens. Bon, et puisqu'on suit aussi les normes internationales en évaluation, il y a l'évaluation interne, aussi assurance qualité interne, évaluation externe avec des agences d'évaluation. Et une fois les résultats de l'évaluation externe sont là, ces résultats sont présentés à l'expertise du Conseil d'accréditation de la qualité de l'éducation. Ce conseil relève de chaque agence d'accréditation. Cela veut dire qu'il y a 5 agences d'accréditation, il y a 5 conseils d'accréditation de ces 5 centres. Et si l'approbation du conseil d'accréditation dit oui, l'université a, c'est pas la BEN, hein, mais on est accrédité. Et cette accréditation est utilisée par le ministère pour le recrutement des étudiants, pour parfois le financement des universités. C'est ce qui est dit, hein, ce n'est pas encore fait, mais c'est ce qui est dit par le ministère. C'est-à-dire, si vous ne faites pas évaluer votre établissement pour une assurance qualité, une reconnaissance de qualité, vous ne pouvez pas recevoir le financement, une certaine somme de financement du gouvernement, ou vous ne pouvez pas recruter un tel nombre d'étudiants, par exemple. À côté des agences vietnamiennes, il y a aussi des agences étrangères qui exercent leurs activités sur le territoire vietnamien. Par exemple, avant, il y a des agences hollandaises. C'était il y a 20 ans, hein, mais maintenant, il y a aussi ACRS qui a évalué les 4 universités qui sont les grandes écoles d'ingénieurs vietnamiennes, selon un accord entre le gouvernement vietnamien et le gouvernement français. Il faut dire que dans la loi vietnamienne, on dit que les agences étrangères peuvent exercer leurs activités sur le territoire vietnamien, mais il faut une autorisation ou une évaluation du ministère de l'Éducation. Donc, en fait, en tant que francophone, nous souhaitons bien que ACRS vienne au Vietnam et évaluer des universités membres de l'AUF, par exemple. Mais il me semble que l'autorisation n'est pas encore là. Si les 4 universités d'ingénieurs ont été évaluées, c'est à travers un accord gouvernemental. Sinon, je ne sais pas si c'est permis qu'elles viennent pour évaluer d'autres universités ou non, mais nous souhaitons bien. Je regrette que je n'ai pas pu participer à la présentation de M. Antoine de Boucou Dubuisson, mais j'aimerais bien parler après avec lui pour savoir s'il y a une possibilité de coopération entre ACRS et le réseau, les experts du réseau relié avec le Vietnam en la matière. J'en ai parlé avec lui hier. À mon avis, on va pouvoir en discuter. Très bien, oui, j'apprécie bien. Merci. Je passe maintenant à la présentation des 4 guides. Claude Emmanuel, tu peux ajouter des commentaires après. Hein. Donc, il y en a 4. Le premier guide, c'est le plan de démarche qualité appliqué dans le plan de développement stratégique d'une institution. Le deuxième, ça concerne l'offre de formation licence et master. Le troisième, offre de formation doctorale. Et le quatrième, structuration de la recherche et des projets de recherche. Ces 4 guides ont été élaborés intensivement pendant 2 ans, hein, ou 2 ans et demi, je ne me souviens plus. Et après, l'AUF a lancé des appels à projets. Ces projets ont pour but de mettre en œuvre ces guides de démarche qualité
Et donc, selon l'information qui a été fournie par la responsable de projet de la DRAP, c'est-à-dire AUF en Asie-Pacifique, 9 projets ont été déployés. Dont 7 projets sur le plan de développement stratégique d'une institution, un sur l'offre de formation doctorale et un projet sur la recherche. Donc, vous voyez là les vrais besoins de nos universités dans l'élaboration des stratégies, dans une démarche qualité appliquée à la stratégie, à la gouvernance de l'université. Ce qui correspond totalement aux statistiques révélées par ONFAS et tout à l'heure, c'est-à-dire 77% des universités faiblement développées, des pays faiblement développés souhaitent avoir un accompagnement au plan de développement et à la démarche qualité. Comme structure générale dans le guide, il y a 9 rubriques principales. D'abord, les directeurs d'une politique de qualité. Là, on a des principes comme l'approche participative, etc. Et il y a aussi une unité chargée d'assurance qualité installée au sein de l'université, des principes qui dirigent ce travail, ces activités de démarche qualité. Il y a aussi les niveaux de responsabilité, qui fait quoi, et déjà une esquisse sur l'appareil qui s'occupe de la démarche qualité au sein de l'université. Et chez nous, au Vietnam, le responsable est toujours le recteur de l'université, qui est au top de cet appareil. Parfois, on dédie ça au vice-recteur, mais à mon expérience, si on dédie, dans cet appareil, il y a le recteur au top, la qualité est toujours meilleure. Il y a aussi des ressources documentaires et techniques au service du pilotage de la démarche qualité, dont on a beaucoup parlé du système d'information décisionnelle. Et dans le cadre du projet PUSA, nous avons eu une formation là-dessus, donnée par Thierry Bontemps et Sabine Goulin de l'Université de Lorraine. Et on voit que dans les universités asiatiques, ce système d'information est un peu éparpillé, ce n'est pas très bien cohérent. Il y a aussi le pilotage de la démarche qualité et surtout la rubrique 5, c'est le dispositif d'autodiagnostic de la qualité des activités. Nous considérons ça comme un référentiel de la qualité. Il y a dans chaque guide 6 axes avec des composantes et pour chaque composante, il y a 3 questions ouvertes. Ça fait au total 54 questions ouvertes. Je vais vous montrer comment c'est élaboré une question. Mais on peut considérer les 54 questions comme les 50 sous-critères. Et les composantes, c'est un peu comme les critères. Voilà. Et ces questions tournent autour de la roue d'Emling aussi, c'est-à-dire les processus PDCA, Plan Do Check Act, très fameux pour les processus de qualité. Ensuite, il y a le dispositif d'analyse de l'autodiagnostic avec un système de points, de 1 à 5. Aussi des plans d'amélioration de la qualité qui sont obligatoires si on applique ce guide. Un dispositif de suivi et d'accompagnement du pilotage aussi. Et enfin, un glossaire qui explique le terme. Voilà l'exemple d'une question. Vous voyez là, j'ai pris cette question dans le guide plan de développement stratégique. Là, c'est la première question. C'est toujours une question ouverte avec la formule dans quelle mesure, parce que là, c'est ouvert. Dans quelle mesure le plan de développement et les plans d'action opérationnelle sont-ils basés sur des objectifs ciblés, des ressources adéquates et des résultats mesurables? Et à titre d'illustration, on a des suggestions, des sous-questions qui suggèrent
les réponses, en fait, qui suggèrent, qui demandent des réponses de la part des participants. Un problème quand nous avons appliqué ce guide, c'est que le guide est traduit en langue maternelle. Au Vietnam, c'est en langue vietnamienne. Si c'est au Cambodge, c'est en khmer. Il faut dire que les traducteurs ne sont pas toujours ceux qui travaillent en démarche qualité. C'est pourquoi les termes sont parfois très difficiles pour eux. Ils ne traduisent pas des équivalents ou par des mots qui sont parfois pas très clairs pour les répondants. Donc, quand on a appliqué ce guide chez nous, j'ai dû moi-même travailler avec les répondants pour clarifier les notions, et j'ai travaillé avec aussi Claude Emmanuel pour clarifier certains termes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, qu'est-ce qu'on veut savoir, etc., etc. Voilà. La deuxième remarque, c'est qu'il y a 54 questions, mais les sous-questions sont plus nombreuses. Et si les participants font connaissance la première fois avec ce guide, souvent c'est un choc. C'est normal, je comprends, c'est normal parce que j'ai moi-même travaillé comme auditeur. Et je me souviens encore le premier jour où nous avons appris ou étudié les référentiels vietnamiens avec les 111 critères et sous-critères, etc. Ça a été un choc scientifique, aussi de connaissances. Et donc, pour ceux, parmi les personnels de l'université, il y a ceux qui travaillaient déjà dans des évaluations internes, évaluations externes. Là, ils avaient moins peur. Mais pour ceux qui commencent la première fois, il a fallu prendre du temps pour expliquer les choses, pour dire l'intérêt d'un tel référentiel, etc. Et en fin de compte, il comprend. À la fin du projet, parce que chaque projet dure 1 an ou 2 ans. À la fin du projet, avec la UF, très souvent, les gens étaient heureux parce qu'ils comprennent le sens, la signification de leur travail. Mais la troisième remarque, c'est une question qui apparaît partout. C'est que les Vietnamiens sont très pragmatiques. Ils veulent faire les choses avec le moins d'énergie. Parce que ça existe en même temps, le référentiel vietnamien et les universités sont sous la pression d'appliquer tous les deux référentiels, l'évaluation de l'établissement et l'évaluation des programmes de formation. Il y a énormément de travail. Tout le monde était surchargé et je sais qu'il y a des collègues d'une autre université, pas la mienne, qui ont refusé de le faire. Ils ont dit les professeurs sont là pour enseigner et pas pour faire ce travail de démarche qualité, d'assurance qualité, etc. C'est assez tendu dans les universités. Et donc, souvent, mes collègues demandent, mais pourquoi on a déjà 2 référentiels vietnamiens et il y a encore ces guides de l'AUF? Et souvent, nous avons expliqué que là, ce sont des approches différentes, que l'une n'exclut pas l'autre. En plus, le guide de l'AUF aide à l'évaluation, à l'assurance qualité réglementée par le MEF du Vietnam. Donc, je vais aller là dans la diapo suivante. Voilà. Dans le diapo suivant, vous voyez, j'essaie de comparer les avantages de 2 approches. À gauche, vous voyez les guides de démarche qualité de la confrérie, et à droite, ce sont des réglementations vietnamiennes. Donc, d'abord, les guides, c'est pour servir à l'évaluation interne et à l'amélioration continue. Il faut dire que les critères des référentiels vietnamiens ne correspondent pas totalement aux questions
des guides de démarche qualité, mais il y a pas mal d'éléments qui sont pareils, qui sont similaires, hein, parce que en fait, on ne peut pas inventer les 36 000 critères. En tant que démarche qualité, il y a toujours des idées qui coïncident, hein, voilà. Mais l'approche est différente, c'est que pour les guides de l'AEF, c'est l'amélioration continue. C'est une auto-évaluation d'abord et l'amélioration continue, tandis que pour les référentiels vietnamiens, c'est plutôt pour l'accréditation, etc. etc. Bah, bien sûr, avant l'accréditation, il y a déjà l'assurance qualité interne. Mais là, on voit, parce qu'en même temps, les universités passent l'accréditation et on voit que les démarches sont différentes aussi. Parce que quand on passe à l'accréditation, c'est très tendu. Je ne sais pas comment ACRS ou d'autres agences internationales font l'accréditation, mais chez nous au Vietnam, quand les agences viennent, c'est vraiment, c'est un peu de la police, quoi. Je dis ça pour une blague, mais c'est en fait, ils cherchent beaucoup de preuves. Si nous disons, par exemple, on a amélioré les programmes de formation, on a travaillé avec des parties prenantes, etc., ils vont demander, mais quelles sont vos preuves, quels sont les comptes rendus, les procès-verbaux, quel texte dit cela. Et les textes, c'est toujours avec des cachets du recteur. Hein, il faut que ce soit des textes officiels de l'université, etc. Et donc, tout le monde a peur de cela, tandis qu'avec les guides de la confrérie, c'est vous faites ça pour votre propre intérêt, et c'est un peu moins tendu, quoi. Et puis, ces guides sont adaptés à la réalité de l'établissement et selon les besoins, parce qu'on peut modifier. En fait, les référentiels du ministère, on ne peut pas modifier. Mais avec ces guides de démarche qualité, on peut modifier, ajouter des idées, enlever d'autres questions qui ne sont pas à nos besoins, etc. Donc, on peut modifier ça comme on veut. Et c'est ce que notre université a fait quand on a utilisé le guide gouvernance et formation de licence. Et puis, dans les guides de l'AEF, il y a des éléments nouveaux hein, pour l'enseignement supérieur. Je dis par exemple le rôle des partenaires socio-économiques. On n'a pas beaucoup fait attention dans les guides du Vietnam, dans les références vietnamiens. Et là, dans le guide de l'AEF, il y a toute une partie réservée à ce rôle des partenaires socio-économiques, parce que les parties prenantes, il y en a beaucoup, hein, mais les partenaires socio-économiques sont très, très importants pour donner leur avis sur les programmes de formation. Là, je joins M. Bernard Renaud quand il a parlé de l'évaluation de l'apprentissage avec les outcome learnings, etc. Il y a aussi le bassin de recrutement qui a été mis en relief, ce qui est très important pour les universités autonomes au Vietnam, parce que quand on est autonome, cela veut dire qu'on coupe totalement le financement du gouvernement pour l'université. Si vous voulez, je vais en parler après. Hein. Qu'est-ce que c'est l'autonomie de l'université au Vietnam? Mais donc, les universités vivent surtout avec les frais de scolarité, un peu comme aux États-Unis. On vit avec ça, les frais de scolarité. Et donc, l'étude des bassins de recrutement est très importante pour nous. Il est aussi un volet sur la communication, la veille et l'innovation. Voilà. Donc, en tout, là, on voit déjà l'intérêt des guides de démarche qualité et l'intérêt aussi des réglementations vietnamiennes, parce que là, de toute façon, pour le ministère, nous devons être accrédités. Voilà, et nos besoins actuels en assurance qualité, c'est de continuer à partager et de mettre à jour les bonnes pratiques internationales et de pouvoir collaborer avec vous, hein, des associations comme des groupes comme Relier ou des agences ou des organisations comme ACRS ou d'autres, ou parfois avec des experts. Je vais lire aussi les ouvrages de Sonvei Randan pour aussi enrichir mes connaissances et pouvoir appliquer pour nos universités de la région. En fait, je fais aussi partie du bureau de la confrérie. On voit là le rôle
d'une conférence des recteurs d'universités en Asie-Pacifique. Je fais partie aussi de la CREUS, c'est-à-dire la commission d'experts régionale qui apportent leurs idées ou leurs avis sur les stratégies de développement des universités de la région, mais aussi je suis membre du conseil scientifique de l'AWEF. Donc j'espère, et personnellement je suis aussi auditeur qui participe à des accréditations, des évaluations externes des différentes agences vietnamiennes en la matière. Donc j'espère pouvoir apprendre vos bonnes pratiques et partager au Vietnam ainsi que dans la région. Merci beaucoup de votre attention. Merci, merci beaucoup, Phuong, pour cette présentation. Je vous ai mis dans le chat le lien sur le guide, sur un des guides en tout cas, dont Phuong nous a parlé pendant sa conférence. Didier, je n'ai pas vu de questions. Non, je n'ai pas vu de questions. On peut... Si j'ai une interrogation, mais ce n'est pas spécifique à votre situation. On a souvent la cohabitation de plusieurs référentiels à manipuler dans nos établissements avec des reconnaissances diversifiées par les autorités de tutelle. Et je reconnais bien volontiers que c'est susceptible de poser des problèmes que vous soulignez il y a quelques instants. Donc on rencontre aussi ce genre de situation. Ah, je suis heureuse d'entendre ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai été questionnée par nos collègues aussi. Ils m'ont dit, mais Phuong, pourquoi on fait cela? On a déjà pas mal de choses à faire, etc. Mais j'ai essayé d'appliquer ça petit à petit. On prend aussi des éléments, de bons éléments pour mettre dans le système. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ce n'est pas plus accepté par nos collègues ici que par vos collègues chez vous. Oui. Non, c'est pareil, on a à peu près les mêmes problèmes. On en parle souvent. Claude Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose éventuellement ou... Par rapport au questionnement qui a été fait concernant la langue française, et comme l'a souligné Phuong, il est clair que si on veut atteindre à travers ces guides l'ensemble des parties prenantes au sein de l'université comme à l'extérieur, c'est une obligation pour nous de traduire dans la langue nationale, que ce soit le lao, le khmer ou le vietnamien. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir diffuser et faire de la sensibilisation dans un premier temps, ce qui a été l'objectif premier lorsqu'on a commencé à travailler avec Phuong sur la notion de démarche qualité. Faire vraiment de la sensibilisation pour permettre, que ce soit au niveau de la présidence de l'université, au niveau des chercheurs, au niveau des étudiants, bref, à l'ensemble des personnalités susceptibles d'être intéressées par ce travail, pouvoir faire de la sensibilisation et donc développer une culture de la qualité, en faisant attention au fait qu'un certain nombre de concepts pouvaient porter à confusion. À l'époque, il y a encore 6-7 ans, il y avait une totale confusion entre l'évaluation, l'accréditation, la labellisation, etc. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de chaque guide, il y a un lexique qui nous a permis de bien préciser tel ou tel concept par rapport à la démarche qu'on souhaitait mettre en place. L'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où on a développé une culture de la qualité, il faut vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit intégré dans la politique de l'institution, que ce ne soit pas simplement un laboratoire ou un professeur ou un enseignant qui développe de son côté, c'est l'ensemble de l'institution. Et le fait qu'il y ait une course en avant, mais ça, Phuong, je te laisserai parler sur ces questions-là, il y a une course en avant sur la notion d'autonomisation des universités, a forcé d'une certaine manière l'ensemble des partenaires académiques à envisager la question de la démarche qualité à travers une politique en relation directe avec le plan de développement de l'institution. Et c'est extrêmement important. Phuong, quelques mots sur l'autonomisation? Oui. L'autonomisation du Vietnam a commencé en 2005 et l'université de Hanoï a été une des 4 premières universités vietnamiennes qui pilotaient ce nouveau régime.
Et notre ancien recteur nous a raconté une histoire drôle. Il a dit que pourquoi on a participé à ce processus, parce que l'audit comptabilité est venu chez nous et ils ont découvert que nous avons, on a fait des profits, entre guillemets. Quand je dis profit, ce n'est pas pour mettre dans la poche des gens, hein. Mais l'université, après avoir, avec les recettes qu'on a eues et les dépenses qu'on a faites, on a eu des sommes de surplus, quoi. Bon, on a eu beaucoup. Et donc, la comptabilité a dit, vous avez de l'argent. Et pourquoi le gouvernement doit investir encore dans votre université? On va couper un peu votre financement. Et donc, les 4 universités les plus fortes à cette époque-là ont vu qu'on commence à couper petit à petit notre budget étatique. D'abord, on coupait le salaire des professeurs et des employés, du personnel. On coupait 30%, 50%, 80% et 100%. Et donc, après 5 ans, on a reçu quoi? On a reçu le financement étatique pour le fonctionnement, c'est-à-dire l'électricité, de l'eau, quelques frais, avec l'investissement dans les bâtiments. Mais à partir de 2007, tout est coupé, hein. Même les constructions des bâtiments, là, c'est coupé. On nous a fait un cadeau avec 2 millions de dollars pour construire un nouveau bâtiment avec les fonds de la Banque mondiale, mais après, tout est coupé. Donc, toutes les universités qui testaient ou qui pilotaient l'autonomie, il y a 23 pour le moment, hein, qui testaient l'autonomie, recevaient un cadeau de la Banque mondiale. Voilà. Et après, on a coupé tout le salaire, les frais de fonctionnement. On maintient la recherche, mais la recherche, ce n'est pas donné. La recherche, c'est par projet, appel à projet. Le ministère lance des appels à projet. Nous, on dépose le dossier et on reçoit encore le financement pour la recherche. Et c'est normal aussi parce que c'est de la concurrence pour nous. Et donc, les universités autonomes doivent se débrouiller pour trouver des recettes. Chez nous, 60% des recettes viennent des frais de scolarité. On a le droit d'augmenter les frais de scolarité. Je sais que ça fait des grèves en France, mais au Vietnam, il n'y a pas eu de frais. Voilà, il n'y a pas eu de grève. On augmente, mais avec des plafonds fixés par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on ne peut pas augmenter les frais de scolarité comme les universités privées. Les universités publiques augmentent les frais de scolarité, mais avec un plafond fixé par l'Assemblée nationale. Et après, les universités se débrouillent pour avoir d'autres recettes qui proviennent des services qu'on donne à la société. Par exemple, chez nous, on organise des examens de langue et il y a des frais payés par des candidats, etc. Voilà. Et donc, toutes les universités ne sont pas prêtes pour ce mécanisme d'autonomie. Mais qu'est-ce qu'on a comme contrepartie? En fait, le plus heureux, ça doit être le recteur. Parce que si on n'est pas autonome, à chaque dépense qui coûte 100 millions de dons, 100 millions, c'est 5 000 dollars. À chaque dépense qui coûte 5 000 dollars, le recteur doit présenter cette demande au ministère de l'Éducation. Et vous voyez comment le processus est long, hein. Si on veut ouvrir une nouvelle formation de licence, doctorat, vous devez demander l'autorisation. Si vous voulez acheter 3 climatisations, vous demandez l'autorisation du ministère. Mais tandis que chez nous, tout cela est réglé. C'est le recteur qui décide tout. Parfois, il est comme le ministre, hein, qui décide tout. Et il rapporte au ministère seulement. Maintenant, si l'année prochaine, nous voulons ouvrir 2 programmes de licence, il y a des standards du ministère à fixer déjà. On suit les standards, on crée, on rédige des programmes de formation, on respecte les standards. Et après, on ouvre la formation, on dépose le dossier au ministère seulement pour rapporter, hein, ce n'est pas pour demander l'autorisation. Voilà. Il y a plein de problèmes pour le moment. Il y a encore des problèmes, mais personnellement, je trouve ça assez bien. Ce qu'on demande, c'est surtout, il ne faut pas que le gouvernement coupe le financement pour les universités, surtout pour la recherche.
et pour d'autres choses aussi, surtout pour l'aide aux étudiants. Bah, heureusement, il fournit encore de l'aide aux étudiants pauvres et aux étudiants démunis. Voilà. Donc, c'est le gouvernement qui nous donne, par exemple, 300 000 $ par an pour les bourses données aux étudiants démunis. Et l'université elle-même doit aussi réserver 8% de ses frais de scolarité pour payer les bourses aux étudiants. Voilà. Brièvement. Voilà. Merci. C'est vrai que cette notion d'autonomie au Vietnam elle est assez prégnante sur la vie des universités. On a une question de Claire Anne Desmas qui nous dit en France, nous avons des formations pour former les qualiticiens. Est-ce le cas est-ce qu'au Vietnam, il y a ce type de formation pour assurer le développement de ces missions? Les qualiticiens, oui, est-ce que vous avez des formations pour former les gens qui vont s'occuper de la qualité en fait? Ah oui. Nous appelons ça les auditeurs. En fait, la formation est donnée par les agences d'accréditation. Mais il y a un examen organisé par le ministère pour donner les certificats aux auditeurs. Moi, par exemple, j'ai suivi une formation à l'évaluation interne et externe de la qualité de l'éducation. Cette formation est donnée par une agence d'accréditation. Et après, j'ai dû passer un examen organisé par le ministère pour avoir le certificat qui est valable pour 5 ans. Et sans ce certificat, je ne peux pas exercer ce métier. Voilà. Je ne peux pas participer à des évaluations externes.